Au Congo-Brazzaville, et plus d'un an après sa propre réélection contestée, le président Denis Sassou Nguesso devrait disposer d'une nouvelle majorité confortable à l'Assemblée. Le Soudan est proclamé 39e province mondiale de la communauté chrétienne anglicane. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel des Anglicans, a été reçu par le président Omar el-Béchir. Enfin, au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'est félicité du fort taux de participation à l'élection d'une assemblée constituante. L'opposition, qui s'est mobilisée contre, a appelé à de nouvelles marches dès ce lundi. Au terme des élections législatives de ce dimanche, marquées par quelques incidents et un report du scrutin dans plusieurs circonscriptions de la région du Poul, le président congolais Denis Sassou Nguesso devait disposer d'une nouvelle majorité confortable à l'Assemblée, et ce, plus d'un an après sa propre réélection contestée. Bon, j'ai voté dans une bonne condition, tout est calme ici, on est à l'aise, les choses passent bien. Les électeurs viennent petit à petit, ils viennent voter. Dans notre centre, vraiment, il n'y a rien à signaler. Tout se passe dans l'inquiétude. Moi, ce que je voulais juste dire aux autorités suprêmes, il faut savoir accepter la défaite parfois. Vous savez que le Congo de demain va rester chez nous. Jusqu'à quand on va continuer à manœuvrer ce genre d'élections? Jusqu'à quand? Même si les résultats du second tour ne seront connus que dans quelques jours, le Parti congolais du travail du président avait déjà empoché 72 sièges sur 151 au premier tour le 16 juillet dernier, contre 7 pour l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait Kolela et 3 pour l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Ils sont arrivés devant ces bureaux de vote depuis 6 heures pour certains. Dimanche, les Sénégalais étaient conviés à élire leurs 165 députés dès 7 heures le matin. Mais dans ces centres de vote à Dakar, comme beaucoup d'autres à l'intérieur du pays, les bureaux de vote ont ouvert avec du retard. Les gens sont là depuis 7h30, il est bientôt 10h. Jusqu'à présent, on n'est pas dans la mesure de voter. Il n'y a rien qui se passe pour le moment. Je ne sais pas. Si les bulletins sont là, je ne sais pas. J'attends. On nous a dit qu'il y a des bureaux qui ont des bulletins. Bon, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. On ne nous dit rien. Si une des raisons de ces retards est due au couac noté dans l'acheminement des bulletins ou des matériels de vote, les pluies diluviennes tombées samedi nuit à dimanche à Dakar ont inondé des bureaux de vote dans d'autres localités où les électeurs devaient voter. Autre chose qui a surtout marqué ces législatives, certains électeurs ont mis du temps avant de retrouver leur bureau de vote. D'autres n'ont simplement pas pu voter. Je vote, ça fait des années et des années. Je vote dans cet endroit, je vote au bureau numéro 5. J'ai déposé mes demandes normales pour renouvellement. Non seulement je n'ai rien reçu, je n'ai jamais récupéré mes cartes. On m'a dit que je pouvais voter avec ça. Je viens le bureau numéro 5 où je vote depuis des années. Mon nom n'est pas sur la liste. Donc, je n'existe pas. Jusqu'à la veille de ces scrutins, c'est surtout les difficultés d'obtention des cartes d'électeurs qui constituaient le problème majeur. La carte d'environ 800 000 Sénégalais n'a pas pu être confectionnée avant le scrutin. Autant de couacs décelés par l'équipe d'observateurs de l'Union africaine. À sa tête, l'ancienne présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba Panzan. Le scrutin n'a pas démarré à l'heure partout. Il y a eu des retards dans quelques bureaux de vote et de gros retards dans certains bureaux de vote du fait de l'absence du matériel, mais surtout de la mise en place qui était assez longue parce que il y a 47 bulletins à installer. Nous avons observé que les Sénégalais ont quand même, d'une manière générale, voté dans le calme, dans la sérénité. Malheureusement, il y a eu certains endroits où les électeurs ont été impatients parce que les bureaux n'ont pas ouvert à temps et il y a eu quelques couacs que nous déplorons d'ailleurs. Le fait nouveau de ces législatives, 15 députés seront élus pour représenter la diaspora sénégalaise à la nouvelle Assemblée. Les électeurs, eux, pour la première fois, devaient choisir entre 47 listes.
Comme à Dakar où de nombreux couacs ont été signalés, les Sénégalais vivant au Bénin se sont acquittés de leurs devoirs civiques, non sans mal. Un scrutin qui s'est déroulé dans les locaux du consulat du Sénégal au Bénin. Le climat était tendu du fait, entre autres, de l'impossibilité pour certains d'accomplir leurs devoirs. Depuis le matin, tout se passe bien. Bon, même s'il y a quelques incidents qui sont signalés par-ci, par-là, c'est aussi normal parce que voilà, en matière de vote, ça arrive souvent. Ceux qui ne sont pas en situation régulière, on les a renvoyés, franchement. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas été enrôlés ici, qui sont enrôlés au Sénégal, donc on ne peut pas, ou bien ailleurs, on ne peut pas les accepter. D'autres, ils ont la carte, mais leur nom ne se trouve pas sur la liste. On a deux bureaux de vote. Bon, il y a trop de monde. Je crois que pour la première fois qu'on vote, c'est dans le consul. Bon, c'est pour ça que les organisations étaient un peu bizarres. Une des complications de ce scrutin réside dans le nombre inédit de listes, 47 contre 24 en 2012. Cela exigeait la présence de 47 bulletins dans chaque bureau de vote. On a commencé à 8h00, on a commencé le vote. Bon, comme il y a du monde en bas, on a prolongé jusqu'à 19h. La mobilisation est totale, tout le monde est là. On peut estimer peut-être, on attend. Nous attendons peut-être 80 à 85%. Je leur demande de garder leur calme et de rester serein comme toujours. On a voté dans le calme, dans la sérénité. Après avoir voté, comme vous le constatez, on est là en famille. Sur 165 sièges de l'Assemblée, élus pour 5 ans, 105 dont les 15 de la diaspora seront pourvus au scrutin majoritaire, un système favorisant le parti arrivé premier dans chaque département puisqu'il en raflera tous les sièges. 60 autres sièges seront répartis à la proportionnelle. Coalition gagnante. Depuis l'indépendance en 2011 du Soudan du Sud, majoritairement chrétien, l'église anglicane au Soudan était administrée depuis Juba. Mais dimanche, l'archevêque de Canterbury, président de la communion anglicane qui réunit les 85 millions de fidèles de par le monde, a déclaré à Khartoum, le Soudan, 39e province de cette communauté, et y a nommé un prélat. Des centaines de fidèles et de diplomates ont assisté à la cérémonie. L'idée de créer une province pour le Soudan avait été évoquée dès 2009, quand l'indépendance du Soudan du Sud commençait à se dessiner avec clarté. Après la sécession en 2011, des organisations de défense des droits de l'homme et des groupes chrétiens ont accusé les autorités soudanaises de persécuter les chrétiens et même d'avoir détruit des églises dans la capitale. Les communautés chrétiennes du Soudan, dont on n'a pas un nombre officiel, sont concentrées principalement dans le sud du pays, dans la région des Monouba, au Kordofan Sud. Depuis le coup d'État qui a porté le président Omar el-Béchir au pouvoir en 1989, les autorités soudanaises ont mené une politique d'arabisation et d'islamisation du pays. Structurée comme l'église catholique, l'église anglicane est souvent considérée comme à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme calviniste. Pour célébrer le rassemblement de la gratitude et l'éviction de l'ex-premier ministre Nawaz Sharif, quelques 20 000 partisans du principal opposant pakistanais, l'ancien champion de cricket Imran Khan, se sont rassemblés ce dimanche dans un grand stade d'Islamabad. En effet, la Cour suprême du Pakistan a décidé ce vendredi de disqualifier Nawaz Sharif, accusé de corruption, ainsi que sa famille à la suite de révélations issues des Panama Papers. Si une seule de mes déclarations s'avère fausse, tout le récit du gouvernement est fondé sur des mensonges. Si une seule de mes déclarations devant la Cour suprême s'avère fausse, je démissionnerai de la présidence du parti. Maintenant que Shahbaz Sharif arrive au pouvoir, je leur dis de se préparer, que nous sommes prêts à les défier.
Je m'adresse à vous, Assif Ali Zardari. C'est maintenant votre tour de rendre des comptes. Notre combat n'était pas contre la dynastie Sharif, mais contre la corruption, et nous allons nous battre contre la corruption. C'est la 3e fois que Nawaz Sharif est empêché de terminer son mandat. Après sa destitution, le Parlement se réunira mardi pour désigner un nouveau Premier ministre. La commission électorale du Pakistan a confirmé ce samedi la tenue d'élections dans la circonscription concernée, fief de la famille Sharif au Pendjab, dans un délai de 45 jours. L'opposition devrait aussi proposer un candidat au poste de Premier ministre, mais celui-ci aura très peu de chances de l'emporter. Le Venezuela est passé au vote pour le compte de l'Assemblée constituante dimanche. Plus de 8 millions d'électeurs ont accompli ce devoir citoyen. C'est ce qu'a déclaré Tibisay Lucena, présidente du Conseil national électoral. Nous avons la participation de 41,53% du registre électoral du Venezuela, soit 8 89 320 Vénézuéliens qui se sont prononcés sur l'offre électorale pour une Assemblée nationale constituante. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui clame et fête sa victoire, a souhaité lundi que l'Assemblée constituante élue la veille lève l'immunité des parlementaires de l'opposition pour qu'ils soient jugés. Le président n'a pas précisé les motifs qui seraient invoqués, mais les députés de l'opposition sont régulièrement accusés de coup d'État parlementaire et d'avoir incité à la violence durant les manifestations qui secouent le pays depuis 4 mois. Plus de 8 millions, c'est le plus grand vote jamais enregistré par la révolution bolivarienne et de toute l'histoire électorale longue de 18 ans. Avec l'exemple héroïque que vous avez présenté aujourd'hui, je vous jure de dédier ma vie entière pour que cette révolution vive une profonde renaissance du peuple, de la justice, de l'égalité, pour que cette révolution relève la tête. Un porte-parole du gouvernement de l'empereur Donald Trump a dit aujourd'hui qu'il ne reconnaissait pas les résultats des élections pour une Assemblée nationale constituante du Venezuela. Ce que dit Trump, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous importe, c'est ce que dit le peuple souverain du Venezuela, ce que vous avez décidé aujourd'hui avec vos votes. Maduro a de nouveau proposé un dialogue national pour résoudre la grave crise politique dans laquelle est enlisé le pays. L'homme s'est dit prêt à affronter l'opposition aux élections des gouverneurs prévues le 10 décembre prochain. Les changements climatiques ne cessent de faire parler d'eux à travers leurs effets de plus en plus insupportables. Dans son 2e numéro de débat écolo, le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles s'est intéressé à l'importance du reboisement dans la lutte contre le phénomène. La forêt, j'ai dit que c'est des puits à carbone, donc la forêt permet d'absorber le CO2. Mais sur le plan international, lorsqu'on fait le bilan en matière de production de gaz à effet de serre, la part utilisée par la forêt n'est pas aussi élevée. Donc, c'est les énergies fossiles qu'il faut cesser d'utiliser pour pouvoir régler les questions de changement climatique. L'Afrique émettant le moins de gaz à effet de serre et subissant grandement les effets des changements climatiques, il importe d'accentuer les réflexions sur les mesures d'adaptation. En cela, par exemple, sur le plan national, on peut revoir le calendrier agricole et l'adapter aux modifications de la pluviométrie. Vous allez voir qu'actuellement, il pleut beaucoup, mais le sol n'arrive pas à les absorber. Donc, c'est les deux extrêmes. Dès que vous rentrez dans la pluviométrie, vous avez une grande quantité. Lorsque c'est la saison sèche, elle est vraiment rude. Et comme solution en matière de changement climatique, il faut aller vers les innovations pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables. Les innovations, c'est tout faire pour qu'on puisse amplifier l'utilisation de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie propre aussi des cours d'eau. Et sur le plan de la recherche, l'EPAC va nous aider à confectionner des accumulateurs d'énergie qui vont
avoir plus d'autonomie. L'Afrique ayant le soleil, le vent et les cours d'eau à portée, les pays gagneraient à promouvoir les énergies découlant de ces ressources naturelles.